Chant contre chant, l'entretien. Juliette Cabasso-Roger, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, coordinatrice de Spland, média d'enquête indépendant en Bretagne. Une structure qui vient de fêter, je crois, ses 3 années d'existence. Alors ensemble, on va revenir sur ces 3 ans, faire un point sur les différentes enquêtes, et notamment celle qui vient d'être tout juste publiée. En 2021, quand Spland a été lancé, l'association se présentait comme une ONG d'enquête journalistique. Est-ce que c'est toujours comme ça, en 2024, que vous présentez Spland ? Alors, moins qu'au début. Alors, il faut savoir que ONG et association, en fait, c'est à peu près... Enfin, c'est la même chose. En fait, légalement, il n'y a pas de différence. Nous, on est sous un statut associatif de loi 1901. Et en fait, on reprenait le terme ONG parce qu'on était parrainé par Disclose, qui est donc un média national, et qui travaille en fait beaucoup avec justement différentes autres associations, ONG, etc. Et donc, il parle aussi à un public plus international. Et donc, il mettait en avant ce mot ONG. Donc, nous, quand on s'est créé, donc on a repris en fait leur modèle économique. Donc, on a réutilisé cette appellation-là et petit à petit, en fait, assez naturellement, on est passé au mot association qui était plus naturel pour nous, quoi. Alors, ce qui a peut-être un petit peu évolué aussi, c'est que de mémoire, en 2021, Spland se présentait un peu, alors je sais pas, peut-être comme une agence ou en tout cas une structure qui allait réaliser des enquêtes, peut-être créer du contenu, mais pas forcément les diffuser, mais plutôt les faire diffuser par d'autres médias. À l'heure actuelle, on peut quand même dire que Spland est vraiment devenu un média à part entière, avec d'un côté les enquêtes qui sont publiées, mais aussi des articles. Oui, ça évolue, le modèle évolue petit à petit. On reste sur la même idée de travailler avec des médias partenaires, donc sachant que la plupart des gens qui vont lire nos enquêtes, ils vont pas la lire d'abord sur notre site, c'est clairement via les médias grand public, mais comme on a Mediapart ou France 3 ou les radios en breton qui vont diffuser du contenu. Et en fait, c'est via ces médias-là que les lecteurs vont faire le chemin jusqu'à Spland. Et on en a besoin parce qu'on fonctionne sur les dons, donc on a besoin de rediriger les gens vers notre site. Mais en fait, là où ça a évolué, c'est que quand on fait des grandes enquêtes, on est limité en termes de sujets parce que chaque enquête prend entre 3 à 6 mois. Et en fait, on a énormément d'alertes, énormément d'infos qui arrivent sur notre boîte mail ou à travers les journalistes qui font partie de l'association. Et on se retrouve avec un nombre d'informations très intéressantes, mais qu'on n'a pas le temps de traiter en enquête. Et la question, c'est un petit peu, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, on les partage avec le réseau de journalistes qu'on a. Mais en fait, petit à petit, on a essayé de développer une régularité. Donc, on a créé une infolettre où on exploite un petit peu ces infos-là et on fait un petit peu d'actualité. Et là, on met en place justement un format qui s'appelle Alerte, où là, c'est vraiment très ciblé. C'est quand on a une information vraiment un scoop qu'on est les seuls à avoir et qui mérite d'être sorti, on se permet de le faire. Est-ce qu'on peut peut-être donner des exemples d'articles, d'alertes qui ont pu sortir via Spland ces derniers mois ? Alors, celle qui a fait le plus de bruit, j'ai envie de dire, ces derniers mois, c'était par rapport à des subventions qui ont été retirées à des associations à Brest parce que, soi-disant, elles ne respectaient pas le contrat d'engagement républicain. Donc, sachant que ce contrat d'engagement républicain est quelque chose que les associations doivent maintenant signer obligatoirement et elles doivent respecter un certain nombre de choses. Et quand cette règle a été mise en place, elle avait été largement critiquée par énormément de défenseurs des libertés publiques parce que en fait c'est une possibilité de contrôler ou pas ce que font les assos. Enfin, normalement, elles sont pas censées être conditionnées au niveau des subventions. Et donc là, en fait, on a plusieurs associations brestoises qui avaient soutenu un lieu qui s'appelait l'Avenir, qui était un squat en fait culturel avec plein de choses qui se passaient, qui a été démoli en juillet 2023. Et donc, on a plusieurs associations qui soutenaient ouvertement ce lieu. Et elles ont toutes perdu cette subvention et le préfet, en fait, l'a argumenté par le contrat d'engagement républicain. À l'heure actuelle, donc après 3 ans d'activité, on est à combien d'enquêtes ? Alors, on rappelle, là, on est vraiment sur les enquêtes qui prennent plusieurs mois à être réalisées, un vrai travail de fond. On est à combien d'enquêtes pour Spland ? Donc là, on vient tout juste de publier la 8e enquête de Spland. Donc, en gros, 8 enquêtes en un peu plus de 3 ans. Ce sont des enquêtes qui traitent de différents sujets.
Et on l'a évoqué d'ailleurs il y a quelques mois avec Julie Lalouette-Geffroy, suite à son enquête à l'ombre des SAFER, la guerre des champs. Il y a quand même la plupart des enquêtes de Spland qui sont en lien avec l'agriculture, l'agroalimentaire. Alors ce n'est pas un cadre réduit pour vous, mais finalement c'est quand même ce que l'on retrouve. Comment vous l'expliquez ? En fait, c'est un petit peu inévitable vu le terrain sur lequel on est. Nous, vraiment, notre terrain, c'est la Bretagne, à 5 départements, et c'est, en fait, l'agricole et l'agroalimentaire est omniprésent. Donc, c'est, en fait, on retrouve, il y a énormément de sujets qui se retrouvent liés à l'agricole, et on a quand même une sensibilité, il faut rappeler d'où on vient. Enfin, notre création, elle est quand même, on peut la rapporter à la BD d'Inès Leroux sur les algues vertes, donc sur les pressions quand on enquête sur le monde agricole et agroalimentaire, d'où Spland à la base. Donc on reste quand même beaucoup sur ces thématiques-là, et en fait elles sont intimement liées aux thématiques environnementales, qui est quand même un de nos gros centres d'intérêt. Donc même si on s'interdit pas du tout, et on l'a déjà fait, d'aller sur des thématiques complètement différentes, qu'on le veuille ou non, en fait ces sujets ils reviennent sur la table en permanence. Est-ce que c'est ce qui fait sans doute aussi que vous êtes identifié comme un acteur, un organisme que l'on va contacter quand on a un doute, quand on a des informations? Vous ressentez vraiment que ça, très vite, une partie de la population vous a identifié et se tourne vers vous quand il y a des informations ou des doutes de ce type? Oui, clairement, on est très identifié sur ce côté-là, et d'ailleurs on le voit parce qu'on est beaucoup invités sur le terrain à aller faire participer à des débats ou à venir présenter nos enquêtes, etc. Et par exemple, une enquête qui avait rien à voir avec le milieu agricole, c'était sur les implants contraceptifs et sûrs. Donc là, on était dans le domaine de la santé, et en fait, on nous invite très rarement à parler de cette enquête-là, alors qu'on a beaucoup d'invitations par ailleurs, mais c'est plutôt pour venir soit présenter les médias, soit pour venir parler sur les thématiques agricoles. En fait, on est un peu identifié comme pas des spécialistes, mais voilà, comme un interlocuteur valable pour parler de ces sujets-là. On a évoqué tout à l'heure les dons pour Spland. Comment Spland réussit à fonctionner, en particulier financièrement? C'est donc quasiment exclusivement du don? Oui, c'est vraiment notre première source de financement, et donc c'est, j'ai envie de dire que c'est grâce aux gens qui nous soutiennent, donc c'est assez incroyable. Mais depuis le début, donc on a fait une première campagne de levée de fonds donc en 2021. Qui nous a permis de lancer le média, et qui a très bien marché. Et en fait, le soutien continue depuis. C'est assez incroyable, mais les gens sont extrêmement généreux et attendent de lire les nouvelles enquêtes de Spland. Donc, on est sur un modèle vraiment très basé sur le don, sachant qu'il y a des gens qui mettent en place du don mensuel, donc finalement ce qui pourrait ressembler à un abonnement quelque part, mais notre contenu est en accès libre. Mais après, il faut dire que par ailleurs, on a quand même eu des sources de financement autres. Notamment, depuis, on est reconnu par le gouvernement comme un média, donc on a un numéro officiel, et donc on a pu demander les aides à la presse. Donc c'est notamment la bourse émergence qui représente 50 000 €. Donc c'est pas négligeable, mais c'est une fois, en fait, c'est pour vraiment le lancement d'un média. Ensuite, on a aussi d'autres possibilités de financement avec des bourses. Notamment, là, on vient d'avoir une bourse européenne pour réaliser un projet vidéo. On a été lauréat de la Redadec aussi pour développer des projets en langue bretonne. Donc voilà, on a quelques autres sources de financement, mais le plus gros reste quand même les dons. Un mot qu'on n'a pas cité là, c'est celui de subvention, même si on a parlé de bourses, notamment gouvernementales. Sur la question des subventions, vous êtes assez vite mis d'accord pour pas forcément aller en chercher? Oui, ça c'est assez clair depuis le début dans nos statuts. En fait, on veut garder notre indépendance déjà vis-à-vis de tout ce qui est publicité, mais aussi vis-à-vis des collectivités locales. Notamment, comme je disais, on est sur de l'enquête locale sur la Bretagne. Donc, c'est écrit sur nos statuts. En fait, on n'accepte pas on va pas chercher parce qu'ils vont pas nous être proposés comme ça. Mais donc, on ne demande pas de subventions de collectivités locales. Donc, en gros, tout ce qui est échelle région et en dessous, on ne le demande pas. On se permet de demander tout ce qui est au niveau national et voire international. Alors Spland, c'est bien un média bilingue. Ces articles et enquêtes sont disponibles en français comme en breton. On l'a dit, à ce titre, vous avez reçu le soutien de la Redadec. Alors à Radio Broadjunet, on est toujours heureux quand la langue bretonne prend sa place aussi dans des sujets d'actualité, des sujets de société. Mais on peut quand même constater, notamment sur les réseaux sociaux,
l'incompréhension de personnes qui suivent Splend, mais qui vraiment ne semblent pas comprendre pourquoi vous vous entêtez avec la langue bretonne. Ouais, ça c'est le sujet qui revient souvent sur les réseaux sociaux. Déjà, tout notre contenu, il est bilingue sur notre site. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément le cas, sachant que c'est beaucoup plus difficile de partager des choses en breton qu'en français, ne serait-ce que comme on produit peu d'informations nous-mêmes, parce qu'on est sur des enquêtes sur le temps long, en fait, nos réseaux sociaux, ils nous servent à partager quand on a des événements auxquels on va, quand on partage du travail, en fait, d'autres journaux, d'autres médias sur des centres d'intérêt qui nous sont communs. Et donc, on se retrouve à avoir moins de contenu, finalement, en breton, à partager pour avoir une veille informationnelle. Donc déjà, il faut quand même savoir qu'on partage plus en français qu'en breton. Mais malgré ça, lorsqu'on partage quelque chose en breton, il y a souvent des gens qui, effectivement, comprennent pas pourquoi. Et notamment, sont presque heurtés vis-à-vis du fait qu'on puisse partager, par exemple, une émission de Radio Bretonnette qui est faite en breton, qu'on la partage en breton. Et donc ça, c'est un long débat. On essaye vraiment d'expliquer que c'est notre ligne éditoriale, notre territoire, et que c'est pas parce qu'on partage des choses en breton qu'on ne le fait pas en français et que ça va limiter la compréhension des lecteurs. Donc vous êtes obligé de faire le grand mot de la pédagogie pour expliquer ce qui est aussi un engagement de la part de Splend. Tout à fait. Et c'est vraiment... on se poserait pas la question si on partageait des choses en anglais, personne... voilà. Mais là, les gens qui sont choqués, ils voient ça comme un repli sur soi et en fait presque comme si on se tirait une balle dans le pied parce que en fait on essaye de toucher un maximum de public et si on le fait en breton forcément on va perdre du monde. Alors que justement l'idée d'être bilingue c'est de pouvoir toucher tout le monde et de façon différente. Juliette Cabasso-Roger, est-ce que Splend, en tant que média d'enquête indépendant à l'échelle d'un territoire comme la Bretagne, a déjà inspiré ou inspire peut-être la création d'autres structures, d'autres associations similaires, mais sur d'autres territoires? Est-ce que vous avez été contacté par des journalistes qui sont peut-être dans d'autres régions? Il y a des journalistes qui nous ont contactés pour savoir un petit peu comment on fonctionnait, etc. Mais que je sache, il n'y a pas eu, à l'issue de la création de Splend, de création de choses similaires ailleurs, sachant que ça existe déjà. Je pense notamment à Mars Actu dans le sud ou le Poulpe en Normandie. Enfin, il y a déjà des médias à l'enquête locaux qui d'ailleurs se portent assez bien aussi eux-mêmes. Alors Juliette Cabasso-Roger, on profite de votre passage dans nos studios pour parler de la toute dernière enquête publiée. Elle est signée Nolwenn Weiler et Jan Malo Kerbrat et elle s'intitule « Bocage, la fin du paysage ». Alors le bocage, les haies bocagères en Bretagne notamment, ça nous évoque tout de suite le remembrement dont on aurait tendance à parler d'une erreur du passé, des années 50 notamment. Mais en fait, c'est pas certain que pour les haies et le bocage, ça se soit vraiment arrangé. C'est ça. Et c'est vraiment pour ça qu'on a voulu lancer cette enquête. C'est qu'en fait, on a l'impression, on va dire, que d'un point de vue dans l'esprit des gens, en fait, comme tu dis, le remembrement, c'est quelque chose qui est dans le passé et qu'aujourd'hui, on replante. On ne détruit pas, on replante. Et en fait, pour tous ceux qui habitent la campagne bretonne, ils peuvent voir que ce n'est pas le cas, qu'il y a des haies qui continuent à disparaître et effectivement qu'il y a des plantations qui sont faites, mais qu'elles n'aboutissent pas toujours, qu'elles ne survivent pas toujours et que globalement, il y a quand même quelque chose qui se passe maintenant. Et d'ailleurs, en témoigne la création de collectifs à différents endroits de Bretagne qui s'appellent les Clejous, donc les talus en breton, et qui se sont créés vraiment pour défendre ce bocage qui sentent menacé. Donc, à travers notre enquête, on a pu chiffrer un petit peu tout ça. Donc, on a travaillé avec un journaliste qui fait de la data aussi, qui s'appelle Denis Vanier, qui a réalisé les cartographies. Et en fait, on a pu recenser sur une partie du Trégor toutes les haies qui ont disparu en 20 ans. Et donc, on est arrivé à pratiquement 160 km de haies qui ont disparu et qui ont pu être compensées par la suite. Mais en fait, ce qu'on raconte dans notre enquête, c'est qu'on a un linéaire, donc on va dire en termes de kilomètres de haies, on est à peu près stable depuis 3 ans, depuis 2020. Mais en termes de qualité, on a une perte et le bocage dans son ensemble, il régresse. Parce qu'en fait, on gagne des kilomètres de haies, mais on perd en biodiversité. On remplace des haies qui sont très vieilles et qui, du coup, abritent énormément de choses par des toutes jeunes, des arbres qui vont pas forcément survivre, des plantations qui sont pas forcément pertinentes non plus. Donc voilà, on est vraiment sur une dégradation du bocage
actuelle. Et là, en l'occurrence, si on se penche un peu sur la méthodologie d'enquête, ça veut dire qu'on partirait plus d'impressions, de ressentis sur le terrain pour ensuite aller presque vers une méthode et une approche scientifique. C'est ça. Nous, vraiment, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est quelque chose qui nous sautait aux yeux, nous, pour ceux qui habitaient à la campagne, quelque chose des retours qu'on avait énormément sur le terrain de gens qui étaient inquiets vis-à-vis par rapport à ce qui se passait. Et nous, notre travail, c'est de prendre ça et d'essayer de déterminer est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, est-ce qu'il y a un phénomène qu'on est en train d'observer, enfin, est-ce qu'on observe un phénomène réel ou est-ce que ça reste une impression. Enfin voilà, notre idée, c'est vraiment de chiffrer, de sourcer tout ça. Alors une fois qu'il y a le constat, qu'il y a l'enquête et qu'on se retrouve effectivement face à ces chiffres, face à ces cartes, il y a d'autres questions qui peuvent venir. C'est quelles sont les solutions. Il y a la question du modèle agricole qui revient dans l'un des sous-titres de cette enquête. C'est aussi le rôle de Splend de se poser ces questions-là. C'est notre rôle, en tout cas, de signaler ce qui... Alors, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais on est là pour apporter des pistes de réflexion. Donc, effectivement, le modèle agricole, c'est quelque chose... En fait, c'est très factuel. On est sur un modèle qui va vers l'agrandissement des fermes, des paysans de plus en plus nombreux qui vont partir à la retraite, qui ne sont pas remplacés. Et en fait, cette tendance inévitable à l'agrandissement inévitablement aussi apporte de la destruction de bocage parce que justement quand les reprises de fermes, l'agrandissement des fermes, c'est une des premières causes de cette disparition de haies. Et donc on a essayé aussi dans cette enquête d'aller voir ce qui marchait ailleurs pour préserver le bocage. Et il y a plusieurs pistes, il y a énormément de choses à explorer et notamment on met en avant un exemple dans le territoire de Ploiré-de-Trégor vers Lannion, dans les Côtes-d'Armor, où en fait le bois de bocage est valorisé en bois de chauffage. Et ils sont assez pionniers sur cette technique-là. Ça fait pas l'unanimité pour tout le monde parce qu'il y en a qui vont dire que de donner une valeur financière à la haie, c'est aussi de la mettre en danger quelque part. Mais en tout cas, c'est une expérience réussite du côté de Ploirette où les haies sont protégées et bien entretenues. Et du coup, grâce à cet entretien, le bois va pouvoir être réutilisé en chauffage de façon vraiment raisonnée et contrôlée. Cette enquête s'appelle Bocage, la fin d'un paysage. Elle est à retrouver sur le site de Splend et probablement également sur les médias partenaires de Splend. Oui, alors vous pouvez la lire... que j'oublie personne. Vous pouvez la lire sur Mediapart, vous pouvez la lire sur Reporter, Basta, sur le site Alimentation Générale également, sur le média Les Champs d'Ici. Et en breton, vous la retrouverez sur PopRaise et le magazine Ya. Et si on souhaite soutenir Splend, faire un don, on a parlé tout à l'heure de campagne de financement, mais on est d'accord qu'on peut donner à tout moment de l'année. À tout moment sur splend.org, donc SPLA2N. Voilà, splend.org pour retrouver toutes les enquêtes, les actualités, les articles, les vidéos, les podcasts. Juliette Cabasso-Roger, je rappelle que vous êtes journaliste coordinatrice de Splend, ce média d'enquête indépendant en Bretagne. Merci beaucoup d'être venu au studio, au micro de Radio Broadjunet.